De 2020 à 2023, le Sahel est frappé par une vague de coups d'État qui va très vite être saluée par une jeunesse africaine qui se dit lassée par la corruption de leur État et l'accumulation infinie de mandats présidentiels, de chefs d'État qui se montrent incapables de répondre aux aspirations de leur population. Les élections qui vont avoir lieu dans la région vont être l'occasion d'affubler les présidents des différents pays de malgouvernance. Dans le cas du Burkina Faso ou du Niger, la problématique est axée sur le djihadisme. L'incapacité de l'armée à repousser les attaques djihadistes et la présence de forces militaires étrangères qui, aux yeux des populations, n'a que trop duré au vu de leur efficacité, va donner flanc aux accusations de connivence de la part des anti-CFA, alors en pleine lutte contre le franc CFA. Surgit de plus en plus fort des accusations de connivence envers le gouvernement vis-à-vis de la France pour le maintien du franc CFA et de l'armée française vis-à-vis des djihadistes dans l'optique de conserver leur présence militaire sur le sol africain et par cette présence militaire s'assurer militairement la continuité de l'exploitation coloniale des ressources minières des pays concernés. À la suite des coups d'État, les putschistes, perçus comme opposés aux politiques de leurs prédécesseurs, vont être considérés comme le renouveau du panafricanisme. Ils vont être perçus comme ceux qui libèrent le pays d'un système politique sclérosé, de cette répugnante démocratie aux mains d'une élite aliénée, formatée pour servir les intérêts occidentaux. Souffrant d'un complexe d'infériorité et qui a donc souscrit à un discours colonial. Un discours qui a nié puis falsifié le passé des peuples, enchaînés et astreint leur existence au travail forcé et à une pauvreté, accompagnée d'une spoliation de ressources et n'offrant d'autre espoir que de singer l'homme blanc pour espérer sortir de l'état de sous-homme afin de faire partir de cette humanité évoluée. Face à cette pensée, il est nécessaire, voire impératif, de changer de paradigme, de revenir à notre paradigme pour que l'Afrique puisse enfin se développer. Cela signifie donc retourner à nos traditions, chasser les bases militaires françaises, chasser les entreprises étrangères, exploiter par nous-mêmes nos ressources naturelles et signer de véritables contrats gagnant-gagnant. Voilà ce que serait la solution pour que l'Afrique puisse rayonner à l'échelle mondiale. Mais lorsque l'on creuse cette idée et qu'on la rapporte à d'autres zones géographiques, l'aliénation comme raison du retard économique de l'Afrique ne tient pas. Les partisans de cette idéologie pointent du doigt le fait que les dirigeants au pouvoir aient maintenu des relations avec l'ancien colon en dépit de l'histoire de cette relation. L'explication serait à chercher dans l'effet occasionné par les idées occidentales. De l'école coloniale en passant par les études à l'étranger. Le contact avec l'Occident aurait perverti l'esprit des présidents et hauts fonctionnaires africains. Mais si effectivement les idées occidentales pervertissent l'esprit de tout non occidental, alors comment expliquer que Lee Kuan Yew, l'homme dont on doit l'actuel Singapour, qui a fait ses classes au Royaume-Uni, était éduqué pour être un parfait gentleman et était en mesure non seulement de s'approprier la culture scientifique anglaise, développer son pays, tout en ayant un regard critique sur cette même culture et encourager le développement d'une culture locale. Comment expliquer que celui qu'on appelle Kwame Nkrumah, parfois également appelé le père du panafricanisme, et après s'être formé en Occident, plus particulièrement aux États-Unis, dans l'antre de la bête, puis en Angleterre, et après avoir assimilé toute la connaissance dont il lui était possible d'accumuler pendant 20 ans, soit retourné au Ghana, anciennement Gold Coast, pour redonner espoir à une population sous régime colonial. Que dire de Cheikh Anta Diop, dont la maîtrise des sciences sociales, et pas seulement, était parmi des plus hors pair. Tout initié ne peut que constater les références faites à la littérature marxiste. Comment expliquer que, malgré le fait que Kim Jong-un, l'actuel dictateur de la Corée du Nord, ait étudié en Suisse, et donc malgré son aliénation, perpétue un régime politique si différent de celui promis par les Suisses et encore plus par l'Occident en général. Mais vous me direz que ces exemples sont d'un autre temps et pour certains concernent des non-africains. Ainsi, ces milliers d'étudiants chinois qui peuplent les bancs des plus grandes universités de ce monde à l'heure où on en parle ne doivent pas être pris en compte. Mais bien sûr encore, c'est différent. Vous qui, dont la plupart n'ont pas suivi les rites traditionnels de vos ancêtres, contrairement aux chefs d'État que vous considérez aliénés. N'avez-vous pas de la famille, un ami ou une connaissance étudiant en Europe ou ailleurs? N'avez-vous pas vous-même étudié à l'étranger? Constatez-vous l'aliénation que vous critiquez?
Et combien d'entre vous sont prêts à braver la Méditerranée en dépit de cette aliénation? Est-ce que je prétends que l'aliénation est un concept qui ne décrit pas une réalité matérielle, qui n'est pas d'individus véritablement aliénés, qui n'est pas des individus qui bossent pour des intérêts exogènes? Ou encore dis-je que les universités sont des lieux hermétiques à toute idéologie ou qu'aucune idéologie n'en émerge? Non. Prétendre que le retard économique est purement dû à l'élite politique, c'est ne pas prendre en compte la façon dont les partis politiques se forment. C'est ne pas prendre en compte l'importance de l'initiative privée dans les affaires, dans le business comme ailleurs. En outre, l'aliénation ne se limite pas à un groupe d'individus. Si au sein de l'aliénation il y a cette idée que l'individu qui l'a subi œuvre au profit d'autres, son supérieur, peu importe, au détriment de ses propres intérêts, tout en l'admirant, cela ne fait qu'esquisser la façade de l'aliénation. Finalement, qu'est-ce que l'aliénation? En 1925 naît à Fort-de-France en Martinique Frantz Fanon. L'île est territoire française depuis le XVIIe siècle. Lorsque De Gaulle cherche à faire son retour suite à la défaite de 40, c'est en direction des colonies qu'il pivote. Poussé par son idéal de liberté comme d'autres, Fanon s'engage en 1943 dans l'armée française de la Libération suite à l'appel de De Gaulle. C'est durant cette première expérience militaire qu'il est envoyé dans les Vosges et en Algérie. Il ne cessera jamais d'être à la fois troublé par les relations entretenues entre la métropole et les colonies, et vice-versa, ainsi qu'entre Antillais et plus globalement entre Africains. En 1952, il accouche de son premier chef-d'œuvre, Peau noire, masque blanc, et en 1961, son dernier, Les damnés de la terre. Son constat, la diaspora africaine et leurs descendants ont pris les ombres reflétées sur les murs de la caverne pour des objets réels. Son travail révélait la nature de ces ombres. En analysant la société martiniquaise, il en remarqua immédiatement la cause. Et la cause fait encore effet. C'est en raison de cela que ses écrits restent malheureusement encore aujourd'hui d'une source indispensable. Car déjà en son temps, l'homme noir était gouverné par un sentiment d'infériorité. Ce sentiment était d'autant plus visible lorsque le noir se trouvait en métropole. Et l'Antillais, qui pourtant était en principe français depuis plus longtemps que n'importe quel Savoyard, n'en était pas moins frappé. Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas parce que telle ou telle personne parle telle ou telle langue, le français comme Molière ou l'anglais comme Shakespeare, reproche qu'on fait beaucoup moins, et non sans raison, que celui-ci est aliéné et souffre d'un sentiment d'infériorité. C'est bien plus que ça. C'est un monde qui s'abat sur soi. Et c'est son incapacité à s'extirper d'un monde qui nous ramène à l'état primal et objectal. C'est les médias, papier comme télé, et aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est la radio, la pub, les pancartes publicitaires, l'emballage d'un produit beauté. C'est le divertissement, le sport, les films, les séries, les livres et d'autres encore. Toutes ces images forment et forgent les esprits. Cela marche si bien qu'elle fut naître une identité nouvelle. Pris à l'âge où elle ne sait même pas compter. La personne en vient à croire en une identité noire. Le noir, c'est un sauvage, un paresseux. Il est pitoyable. Et pouvant faire preuve d'une grande brutalité. Mais l'être ne peut se rendre compte de sa noirceur qu'en raison de faits concordants à l'image mystifiée qui lui est présentée. Le noir n'est-il pas plus frappé que quiconque par le chômage? N'est-ce pas ces semblables qu'on affiche sur les pancartes et autres pour appeler à l'aide humanitaire? Car n'est-ce pas eux qui subissent le plus impitoyablement les catastrophes naturelles? N'est-ce pas lui qui est montré du doigt pour avoir abusivement bénéficié des aides de l'administration publique, la Sécu et autres? Et au temps de Fanon, n'était-ce pas eux qu'on nommait les diables noirs pour leur bestialité? Cette même bestialité qui permet l'émergence des Michael Jordan, des Mayweather et des Mbappé. D'autres diront, n'est-ce pas leur lubrisme qui leur permet de briller dans le monde de l'art, qui a permis à des John Coltrane, des Toumani Diabaté, à des Gims et autres de briller. Pauvreté, animalité et sensualité sont, avec la paresse, les principaux éléments servant de base au discours infériorisant. Hier, la civilisation blanche, aujourd'hui, l'Europe chrétienne. Une autre mystification que le blanc raciste croit véridique, tout comme le noir aliéné croit à l'identité noire. À la différence qu'ici, le mystificateur s'est fait avoir par sa propre mystification. Il s'est lui-même mystifié. Du temps de Fanon, vous pouvez le voir, du haut de son immense arrogance. Voyez-le fustiger les différentes cultures et peuples de ce monde. Voyez-le se vanter de sa science.
humilié par les exactions ayant eu cours lors de la colonisation. Cet homme, dont on a inoculé le poison de l'aliénation, l'homme qui a fait de sa couleur de peau son identité, n'aura d'autre volonté que d'évoluer. Les évolués étaient d'ailleurs le nom que certains leur accordaient lors de la colonisation. Lumumba était un évolué. Ces Noirs qui veulent à tout prix se démarquer des autres et qui se réjouissent lorsqu'on leur disait « Toi, t'es pas comme les autres ». Le baromètre se trouvant être la culture du colon, la culture européenne, et Fanon le souligne, il n'était pas rare de voir des Noirs oublier, comme par magie, leur langue maternelle. En son temps, ce phénomène était d'autant plus marqué qu'il touchait particulièrement ceux qu'il appelait les débarqués. Ces Antillais qui, dès leur retour de métropole, n'y répondaient qu'en français, et qui souvent faisaient mine de ne plus comprendre le créole. Ils s'efforçaient d'étudier de fond en comble les œuvres qui font autorité, de retenir autant que possible des paragraphes entiers afin de pouvoir citer à la volée tel ou tel auteur. Et à l'opposé, comme pour signifier que rien n'avait changé, certains débarqués faisaient usage du créole comme à l'accoutumée. Mais c'était le même dualisme. Mais il évoluait sans jusqu'au tréfonds de son être que quelque chose cloche. Rogné de toutes parts, lui-même a rogné sa partie noire. Ce n'est pas un Mithridate. Le flacon se vide tout comme finit sa vie. Car sa pensée est blanche et ses apparats similaires à ceux d'un blanc, il est naturel que ses goûts soient ceux d'un blanc. Fanon avait également un regard critique sur le travail de ses contemporains. Il a rapporté la faible originalité des œuvres antillaises à l'aliénation. En outre, une grande quantité des œuvres atteignant le grand public étaient semblables à celles qu'on retrouvait en métropole. À la différence est qu'en son temps, la qualité de leurs œuvres n'avait pas grand-chose à envier à leurs compères. Et lorsque la qualité manquait, l'esprit y était. La plus pâle des copies se devait être digne. C'est au temps de la fiance qu'un pas supplémentaire va être fait. Bien sûr, avec le recul historique que nous avons, il serait facile de fanfaronner, mais ce serait ne pas être en mesure d'apprécier la tentative qui était la leur. D'autant plus qu'aujourd'hui, en dépit même de cette impulsion, nous ne faisons guère mieux. Malgré ces 60 années d'indépendance, tout ce que nous parvenons à produire et à entendre, c'est cette même cacophonie. À défaut de poursuivre la tâche, avons-nous au moins assimilé cet immense corpus qui nous a été dévoilé? Depuis la grande vague des plans d'ajustement structurel, les élites intellectuelles ont cessé de jouer leur rôle. Si encore le catéchiste néolibéral avait été appris et récité pour transformer sa société dans l'intérêt du peuple. Il a plutôt été envisagé comme la clé ouvrant les grandes portes des grandes institutions internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, ou régionales, comme la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque ouest-africaine de développement, etc., etc. La Planck, et puis avantage et prestige, c'est un ancien du FMI, c'est un ancien de la Banque mondiale. À défaut d'une industrie propice, ils éditent et publient leurs livres dans l'ancienne métropole. Et comme pour les ouvrages que critiquait Fanon, il manque d'originalité, c'est-à-dire de pertinence. Quelle analyse de la société est faite? Cela fait 60 ans que l'on mange les mêmes discours pour eux. En comparaison aux ouvrages publiés au temps de Fanon, quelle pitoyable qualité. Pas de pensée sur la société, pas de société, pas de pensée, pas de conscience, pas d'existence. À l'opposé, mais toujours parmi les mystifiés, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se démarquer par l'esprit et qui veulent se démarquer par le matériel, dont ceux qui font ce qu'on appelle le show-off, les panneaux publicitaires ambulants. Dans le meilleur des cas, ils donnent de grands et respectés businessmen, et dans le pire des cas, des dealers. Deux visions du noir, deux prismes différents, le bounty et le rebelle. Si la découverte que l'Égypte antique est noire va pour nous se trouver être une révélation notable et fort appréciable, bien que ne changeant pas les réalités immédiates, d'autres feront de cette découverte la base de leur religion, le kémétisme. Tout comme il y a un avant et après l'an 0, il y a un avant et après 1954, un avant et après Nation Nègre et Culture. Événement qui va participer au lent renversement du sentiment d'infériorité en un sentiment de supériorité, un sentiment purement subjectif, car contrairement au sentiment d'infériorité, celui-ci n'est basé sur aucune production, aucune industrie démontrant une quelconque emprise sur leur existence. Leur corps se plie à une volonté qui n'est pas le leur, et leur esprit baigne dans un monde qui les méprise. Ce qui peut paraître paradoxal est que
les plus déterminés vivent en Occident, à l'image de Senghor et de ses poèmes sur l'Afrique rédigés dans son par-dessus dans la grisaille parisienne. Quel fantasme! Fanon avait raison de marteler que le noir comme le blanc sont aliénés. Deux entités mystifiées et qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent parfois, comme le veut le dicton, s'attirer mutuellement. La femme noire cherchera à blanchir sa descendance, comme l'homme blanc voudra faire preuve d'exotisme et démontrer son progressisme. Par ailleurs, quand ils se sentent trop mécanisés, ils se tournent vers un monde plus coloré et demandent un peu de nourriture humaine. Ces personnes vont jusqu'à visiter les régions les plus reculées d'Afrique. À l'opposé, la femme blanche voudra braver l'interdit et goûter à la représentation phallique par excellence, quand l'homme noir voudra satisfaire son désir non épongé de dominer ou de revanche. Aujourd'hui, ces deux volontés se rejoignent dans les films Black et autres vantant la BBC, et pas de la chaîne TV. Un fantasme qui, au vu de son succès, dépasse ce cercle. Sans oublier le fantasme du bébé métisme, dont la propagande a pour cause les Kanye West et les Kim Kardashian. Dès le début de ces discours, j'ai évoqué le rôle des médias et autres canaux de propagande dans la formation des représentations des mondes, à la fois blancs et noirs, qui sont in fine un seul et même monde. Les bases sur lesquelles s'appuient ces représentations subsistent encore aujourd'hui. En revanche, elles se sont transformées. Lorsqu'un noir se baladait dans les rues du Grand Paris, un enfant pouvait s'arrêter et s'exclamer de la présence d'un noir. Il est encore marqué de l'esprit Yabon Banania. Quand un noir ou un maghrébin allait voir un docteur, on lui disait « Assis-toi mon brave, qu'est-ce que tu as? Où as-tu mal ?» L'homme blanc, en revanche, était accueilli avec un « Asseyez-vous monsieur, pourquoi venez-vous? De quoi souffrez-vous ?» À la même époque, il y avait encore les expositions universelles. On y exposait les autochtones des quatre coins du monde. Aujourd'hui, Yabon Banania repose en paix et le même enfant porte des Jordan. Le docteur est maghrébin ou noir, et les expositions universelles ont laissé place au stade où des Kylian font vibrer la France. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est les stéréotypes derrière tout ça. Le robuste sauvage a laissé place à l'athlète. C'est parce que c'est un être sensuel qu'on lui accorde une supériorité musicale. Quant à son sexe, lui, il continue de fasciner, et il faut le dire au grand regret des femmes. Du moins, dans la version édulcorée. On a fini par croire au rôle assigné. Mais bien évidemment, ce n'est pas qu'une question d'image. De telles représentations persistent car des éléments concourent à cela. Ce qui ne change pas, ce n'est pas seulement l'idée du vrai Renoir ou du guer, c'est le dur. C'est la surconcentration dans les sciences sociales et le délaissement des sciences de la nature. Un phénomène qui s'explique par les éléments précités et qui, au temps de Fanon, s'expliquait par la volonté de colons de priver autant que possible les colonisés des outils de leur émancipation. Fanon le souligne dans Peau noire, masque blanc. Ouvrez les guillemets. Dans les régiments des tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Fermez les guillemets. Le comble est que parmi ceux qui se veulent en rupture, voient dans la science l'outil du colon et donc se refusent à son initiation. Fanon expose une observation encore plus fine dans son dernier chef-d'œuvre. Il y a là l'une des raisons de l'échec des indépendances des pays africains et la raison pour laquelle ils peinent à répondre à leurs besoins. Ouvrez les guillemets. Au sein de cette bourgeoisie nationale, on ne trouve ni industriel ni financier. La bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orientée vers la production, l'invention, la construction et le travail. Elle est tout entière canalisée vers des activités de type intermédiaire. Fanon poursuit. Des ressources actuelles et potentielles du sol et du sous-sol de leur pays, ils n'ont qu'une connaissance livresque, approximative. Ils ne peuvent donc en parler que sur un plan abstrait, général. Après l'indépendance, cette bourgeoisie sous-développée, numériquement réduite, sans capitaux, que refuse la voie révolutionnaire, va lamentablement stagner. Elle ne peut donner libre cours à son génie dont elle pouvait dire, un peu légèrement, qu'il était empêché par la domination coloniale. La précarité de ses moyens et la rareté de ses cadres l'acculent pendant des années à une économie de type artisanal. Ce culte des produits locaux, cette impossibilité d'inventer de nouvelles directions, se manifesteront également par l'enlisement de la bourgeoisie nationale dans la production agricole
caractéristiques de la période coloniale. L'économie nationale de la période d'indépendance n'est pas réorientée. Il s'agit toujours de récoltes d'arachides, de récoltes de cacao, de récoltes d'olives. Fermez les guillemets. Les acteurs changent, mais le système reste le même. Mais le meilleur arrive. Fanon ajoute plus loin, ouvrez les guillemets, la bourgeoisie nationale ne cesse d'exiger la nationalisation de l'économie et des secteurs commerciaux. Nationalisation pour elle signifie très exactement transfert aux autochtones des passe-droits hérités de la période coloniale. Comme la bourgeoisie n'a ni les moyens matériels ni les moyens intellectuels suffisants, ingénieurs, techniciens, elle limitera ses prétentions à la reprise des cabinets d'affaires et des maisons de commerce autrefois occupées par les colons. La bourgeoisie nationale prend la place de l'ancien peuple européen. Fermez les guillemets. Ce passage explique parfaitement pourquoi beaucoup perçoivent les présidents africains comme des marionnettes de l'Occident, des hommes travaillant au profit de forces exogènes, des êtres aliénés. On comprend que finalement, ceux qui prônent au retour de notre paradigme, à défaut d'encourager une transformation en profondeur de la société, veulent finalement, comme les précédents, un simple changement des acteurs politiques et économiques. Ils veulent que vienne leur tour. Nous n'esquisserons pas ici les luttes de pouvoir liées au passage de l'ethnie à la nation et le problème de la démocratie en Afrique. Les défis du continent ne sont pas sans lien avec ceux des diasporas. Nous peinons à capitaliser sur ce que nous possédons pour nous en sortir. Trop peu croient en une quelconque élévation sociale par la connaissance, en partie due au cliché qui conduit aux discriminations, à l'absence de ressources matérielles et culturelles, mais aussi au suivisme dont on peut faire preuve, un des symptômes du manque de parcours faisant écho. On en vient à se rendre inapte pour la terrible concurrence pour les postes désirés. Et même, malgré les faits que par le passé nos parents aient dû lancer tel ou tel business pour s'en sortir, nous ne bénéficions nullement de ces expériences. Sans compter que nous sommes pris par l'idéologie ambiante qui prône le frivole, la promotion de la transgression, de l'impulsion, de l'émotivité et de l'ostentation. Ceux qui réussissent n'ont qu'un impact bien trop restreint, dû à la taille de leur entreprise ou à leur place dans de grands groupes, pour amorcer un réel basculement, du moins lorsqu'ils ne décident pas de tout simplement de quitter le pays pour vivre plus sereinement leur foi ou grimper socialement. C'est parce que de génération en génération, nous peinons à cristalliser notre énergie dans des projets qui nous survivent que nous en sommes là. Et si les Maghrébins sont bien plus montrés du doigt que le reste des Afros, cela est non seulement dû au fait qu'ils subissent plus ouvertement et frontalement des campagnes de diabolisation, on pense à la supposée lutte contre l'islam, mais aussi car les autres Afros bénéficient indirectement de la propagande américaine. Une image plus reluisante. Diaspora comme Afrique, la problématique est similaire. L'appropriation de son monde nécessite sa transformation.